Aujourd'hui, BookTag. Je vais répondre à 10 questions pour parler de livres, d'auteurs, mais aussi de choses plus intimes et personnelles. Restez avec moi. Bonjour à tous, je m'appelle Manuela et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vous présente un BookTag. Il s'agit d'un BookTag que j'ai découvert sur une chaîne espagnole. À partir de là, j'ai cherché et j'ai vu qu'effectivement il y avait plusieurs chaînes qui avaient publié ce BookTag. Moi j'en ai vu plusieurs en langue espagnole, en langue italienne, et puis j'ai fait un peu quelques recherches pour voir l'origine de ce BookTag qui en fait circule depuis plusieurs années. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, de récent. Et en fait j'ai découvert que l'origine était américaine, c'est-à-dire que le nom de ce BookTag fait référence à une rubrique hebdomadaire, une rubrique dans laquelle des personnalités répondent à quelques questions sur leur lecture, sur leurs habitudes de lecture, etc. Et donc voilà, il y a une booktubeuse américaine qui a pris quelques-unes de ces questions, ses préférées. Elle a créé ce BookTag qui circule depuis plusieurs années. Donc voilà, il y a 10 questions, beaucoup de choses à dire, on commence tout de suite. Première question, quel livre as-tu sur ta table de chevet en ce moment? Alors il y a deux manières de répondre à cette question. Un livre que j'ai sur ma table de chevet physiquement, au sens propre, est celui-là. Et ça fait des années que ce livre se trouve sur ma table de chevet. Il s'agit d'un livre italien, là vous voyez la version italienne, mais ce livre existe en français, il s'appelle Le métier de vivre de Cesare Pavese. Ce livre est un journal intime de cet auteur, un livre qui contient donc des réflexions essentielles sur la vie, sur l'écriture, sur la mort, sur l'expérience humaine en général, sur plein de sujets. C'est un livre absolument magnifique, émouvant, déchirant même. C'est vraiment un livre que j'adore et qui m'accompagne littéralement depuis mon adolescence. J'ai commencé à le lire vers mes 14-15 ans. À l'époque, j'habitais à Turin. J'ai passé 2 ans à Turin et ce livre était avec moi. Il m'a suivi quand je suis rentrée à Milan. Il m'a suivi quand j'ai déménagé à Paris, enfin bref, il m'a toujours suivi, il est toujours là, il est toujours sur ma table de chevet. C'est un livre que je n'ai jamais lu du début à la fin, je l'ai toujours lu comme ça par page, par passage, par extrait. Mais vraiment voilà, c'est un livre qui m'a profondément marqué. Or, si on veut donner une réponse, disons plus métaphorique, alors le livre qui est sur ma table de chevet au sens où le livre que je suis en train de lire en ce moment, eh ben, je vais vous montrer ce livre-là, Solo il coraggio de Roberto Saviano. C'est un livre en italien qui vient de paraître en Italie, donc il n'a pas encore été traduit en français, même si d'autres livres de cet auteur sont traduits en français. Roberto Saviano est clairement très connu même en France. Vous savez, il est l'auteur de Gomorra, ce livre publié en 2006 qui lui a littéralement changé la vie. À partir de la publication de Gomorra, Roberto Saviano vit sous protection policière parce que dans ce livre il dénonce la Camorra qui est une mafia italienne, et donc à partir de la publication de ce livre il est menacé de mort et il est obligé de vivre donc voilà sous protection policière. Plusieurs livres de cet auteur, je vous le disais, sont traduits en français, donc si vous voulez le découvrir c'est tout à fait possible. Et là il s'agit d'un roman qui parle de la vie de Giovanni Falcone, qui est un juge italien qui a mené un combat très important contre la mafia justement, et qui a été tué par la mafia dans un attentat il y a 30 ans. Deuxième question, quel est le dernier bon livre que tu as lu? Voilà, celui-là, Le jeune homme d'Annie Ernaux. Alors si vous me suivez, vous savez qu'Annie Ernaux est une autrice que j'adore, je vous en parle très souvent, peut-être trop. Mais voilà, je vous conseille vraiment de lire cette autrice qui a écrit des livres magnifiques. Ce petit livre qui se lit très vite, en un quart d'heure, vient de paraître. Je vous lis la 4e de couverture. En quelques pages à la première personne, Annie Ernaux raconte une relation vécue avec un homme de 30 ans de moins qu'elle, une expérience qui la fit redevenir l'espace de plusieurs mois la fille scandaleuse de sa jeunesse. Un voyage dans le temps qui lui permit de franchir une étape décisive dans son écriture. Ce texte est une clé pour lire l'œuvre d'Annie Ernaux, son rapport au temps et à l'écriture. Ce qui m'a le plus plu dans ce livre est l'exergue.
Il y a cette phrase magnifique en exergue qui dit « Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme, elles ont été seulement vécues. » Je trouve cet exergue magnifique parce que c'est l'expression précise de sa conception de l'écriture et c'est une conception que j'adore, que je partage. C'est vraiment cette idée de mélange de vie et d'écriture, l'idée que la vie trouve son réel accomplissement à travers l'écriture et que l'écriture doit être imbibée de vie réelle pour avoir tout son sens, ben voilà, ça correspond vraiment à la conception d'écriture que j'adore. Voilà, le livre en soi, c'est très intéressant, c'est bien, je suis contente de l'avoir lu, ça m'a plu. Maintenant, ce n'est pas le livre que j'ai préféré de cette autrice, clairement pas, mais voilà, une lecture conseillée. Troisième question, si tu pouvais avoir l'opportunité de rencontrer un auteur, mort ou vivant, qui aimerais-tu qu'il soit et que lui demanderais-tu? Alors, si je pouvais rencontrer un auteur, je voudrais rencontrer Roberto Saviano, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'auteur de Gomorra, et je lui demanderais: veux-tu prendre un café avec moi? En fait, pour tout vous dire, j'ai eu la chance, j'ai eu le bonheur de rencontrer Roberto Saviano, puisque j'ai été son interprète plusieurs fois. Mais voilà, si je pouvais le rencontrer et lui demander quelque chose, lui poser une question, ça serait pas forcément une question sur ses livres ou sur son travail d'enquête, de journaliste, etc. Ça serait vraiment ça. Est-ce que tu veux prendre un café avec moi? Et je vais vous expliquer pourquoi. En sachant d'ailleurs qu'il n'est absolument pas mon auteur préféré. Donc c'est une réponse humaine plus que littéraire, si vous voulez. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, Roberto Saviano vit depuis plusieurs années sous protection policière. Ce qui veut dire qu'il a d'énormes limites dans sa liberté et dans ses choix de vie. Je sens donc une grande solidarité et une grande empathie par rapport à cette condition de vie qui est la sienne. Et d'un autre côté, Roberto Saviano dit souvent dans les interviews que, puisqu'il est voilà, un personnage public, etc., il a toujours cette espèce de méfiance, de peur quand quelqu'un l'approche, de se demander s'il n'y a pas un intérêt derrière, si la personne qui l'approche ne le fait pas parce que justement elle a un intérêt, parce qu'elle veut l'inviter à un festival de littérature, parce qu'elle veut une préface pour son bouquin, parce qu'elle veut de l'aide pour publier son roman, blablabla. Donc c'est pour ça que je lui demanderais: veux-tu prendre un café avec moi de la manière la plus pure qui soit, pour partager avec lui 1 heure de notre temps, juste le plaisir de partager un café. Évidemment, je serais ravie de pouvoir interviewer Roberto Saviano un jour sur ma chaîne, mais si je devais choisir entre une interview avec lui sur ma chaîne et un café avec lui chez moi, eh ben je préférerais un café avec lui chez moi. Et je pense que cet homme qui vit dans des conditions très particulières a besoin de ça. Alors je ne veux vraiment pas dire qu'il a besoin de ça de moi. Évidemment, je pense qu'il a besoin de moments de normalité avec les gens qu'il aime, avec les gens de son choix. Mais voilà, cette réponse que je donne veut être une manière de souligner une solidarité, une compréhension humaine par rapport à ces conditions de vie. Des conditions de vie qui doivent être très dures, très difficiles. Quatrième question, quel livre se trouve étonnamment dans ta bibliothèque? Alors là, je vais vous répondre en vous montrant ce livre, L'or et l'obscurité de Alberto Salcedo Ramos. Il s'agit d'un auteur colombien. Moi j'ai donc la traduction française de ce livre. Je l'ai précisément parce que j'ai été l'interprète de cet auteur en 2017 quand il est venu à Paris pour présenter justement la traduction française de ce livre qui raconte la vie de Kid Pambelé. Je vous lis la 4e de couverture. Kid Pambelé, issu d'un modeste village des Caraïbes, est le premier champion du monde de boxe colombien, un titre gagné en 1972 qu'il défendra 21 fois. Propulsé héros national, il gagne des fortunes colossales, fréquente des personnalités, devient la coqueluche des médias et des foules. Il incarne un modèle de réussite pour les Colombiens. Mais après l'ascension fulgurante vient la descente aux enfers.
l'alcool, la drogue et un tempérament instable en raison de son titre et de sa gloire. Le boxeur, autrefois adulé, tombe en disgrâce, oublié de tous. Pourquoi c'est étonnant que ce livre se trouve dans ma bibliothèque? Eh bien, tout simplement parce que je déteste la boxe et je vais vous en parler. C'est un livre évidemment que je n'ai pas acheté, je l'ai reçu pour me préparer pour cette rencontre dans laquelle, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été l'interprète de l'auteur. Un livre d'ailleurs dont j'ai un bon souvenir en tant que produit littéraire, c'est-à-dire que d'un côté il y a un travail de recherche, un travail journalistique fait par l'auteur qui est absolument remarquable, un livre qui est donc bien écrit et qui est très intéressant précisément parce qu'il décrit d'un côté ce succès fulgurant et puis cette chute tragique. Donc voilà, ces opposés dans la vie de cet homme sont très bien racontés, très bien expliqués et tout ça est très intéressant. Or, jamais je n'aurais acheté ce livre dans le sens où jamais je ne me serais intéressée à l'histoire d'un boxeur parce que je déteste ce sport. Et voilà, je vais vous dire quelques mots sur ça. Je sais que ces sports sont faits dans un cadre précis, avec des normes, avec des règles, avec des limites. Je sais aussi que la violence dans ce contexte-là n'est pas comparable à la violence gratuite faite n'importe comment dans la rue. Un coup donné dans ce contexte-là, dans un contexte de boxe, n'est pas la même chose qu'un coup donné par quelqu'un à quelqu'un d'autre dans la rue. Je sais parfaitement que les personnes qui pratiquent ce sport sont conscientes de ce qu'elles font et je suis consciente que c'est leur choix, qu'on ne les oblige pas. Enfin bref, tout ça est vrai, mais j'ai envie de vous dire, et je vous le dis comme ça, je m'en fous. Ça ne me paraît pas une raison suffisante pour pouvoir considérer normal, alors ce mot évidemment on met 1000 guillemets, le fait que deux personnes se retrouvent pour se faire du mal, pour se blesser. Ça me paraît juste inconcevable. Et je m'en fous du contexte, je m'en fous du fait que ça soit un contexte sportif avec des règles, avec des limites et tout ce que je viens de dire. Je m'en fous, je trouve ça juste inconcevable. Le fait de faire du mal à quelqu'un d'autre, de le blesser, de le faire saigner, de lui casser le nez, ça ne peut pas être du sport. Évidemment, on peut se blesser dans la pratique de n'importe quel sport, mais c'est pas pareil parce que dans les autres sports, ce n'est pas le but. Ma réponse était un peu longue, mais voilà. 5e question, comment organises-tu ta bibliothèque? Alors là, la réponse va être simple et courte, je ne l'organise pas. C'est n'importe quoi. Quand j'habitais chez mes parents, quand j'étais plus jeune, ma bibliothèque avait un certain ordre, c'est-à-dire que les livres étaient rangés par langue, au moins. Maintenant, il n'y a aucun ordre, aucune logique, rien de rien. J'ai juste une étagère où j'ai réuni un peu les meilleures lectures, ça oui, donc une petite étagère où je peux accéder facilement aux livres que j'ai préférés ces 3 ou 4 dernières années, mais pour le reste, voilà, il n'y a aucun ordre, aucune logique et c'est pas idéal, mais j'ai jamais eu le courage de me mettre à faire ce travail de réorganisation et donc voilà, pour l'instant c'est comme ça. 6e question, quel livre as-tu toujours voulu lire et que tu n'as pas encore lu? Alors, je vais vous parler de ce livre-là, 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. J'ai ici l'original en espagnol. Évidemment, il s'agit d'un grand auteur, d'un grand classique de la littérature latino-américaine. Alors, ce n'est pas un livre que j'ai toujours voulu lire et que je n'ai pas encore lu. C'est un livre précisément que je devrais lire et que je n'ai pas le courage de lire parce que je l'avais commencé il y a quelques années et que j'avais trouvé ça insupportable, donc je l'avais abandonné. Ça fait partie d'un courant littéraire qui ne m'attire pas spécialement, le réalisme magique latino-américain. Donc il y a plusieurs ingrédients, plusieurs choses qui me font penser que ce livre risque de ne pas me plaire. Maintenant, évidemment, je ne juge jamais, je n'exprime jamais une opinion sans savoir de quoi je parle. Donc si ça se trouve, je vais le lire et je vais l'adorer. Mais c'est vrai que ça ne m'attire pas plus que ça. Pourquoi je dis donc que je devrais le lire depuis des années? Tout simplement parce que vous savez, je m'occupe de littérature et notamment de littérature italienne, française et de littérature espagnole et latino-américaine. Donc évidemment, je devrais
connaître un livre comme celui-là qui est un grand classique encore une fois, donc rien que pour ma culture générale, pour ma culture littéraire, je devrais le lire et donc c'est pour ça qu'un jour ou l'autre je m'y mettrai, mais voilà, ça me fait pas spécialement envie, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu, si je me décide. 7e question, quel livre théoriquement tu aurais dû aimer mais en fait tu n'as pas aimé? Et quel est le dernier livre que tu as abandonné? Alors en fait c'est une question un peu trompeuse parce qu'il y a 2 questions dans la même question. En fait alors le livre qui était censé me plaire et qui ne m'a pas plu est celui-là, Le pain perdu de Edith Bruck. Alors moi j'ai ici l'original italien mais ce livre est traduit en français. Pourquoi ce livre était censé me plaire ou pourquoi j'imaginais qu'il me plairait? Parce que la littérature de témoignage sur cette page tragique de l'histoire de l'humanité, le nazisme, me paraît une littérature fondamentale, d'autant plus que j'avais écouté plusieurs interviews d'Edith Bruck et j'avais adoré sa manière de s'exprimer, j'avais adoré sa manière de raconter son expérience. Bref, j'imaginais que j'allais adorer ce livre et puis en fait, ça n'a pas été le cas. Ça n'enlève absolument rien à l'importance, à la valeur de ce livre en tant que témoignage. Encore une fois, je le souligne parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Mais c'est vrai que du point de vue littéraire, ce livre ne m'a pas plu. Pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire quel livre j'ai abandonné, alors déjà il faut dire qu'en général je n'abandonne pas les livres, je finis la lecture même quand il s'agit de livres que je n'aime pas trop ou que je n'aime pas. Parce que tout simplement je veux avoir vraiment une connaissance complète du livre pour pouvoir m'exprimer dessus, pour pouvoir donner mon opinion. Et voilà, l'opinion n'est pas vraiment légitime si on ne sait pas de quoi on parle. Or, je dois dire que dernièrement, il y a quelques mois, j'ai abandonné un livre. Il s'agit de Notre part de nuit de Mariana Enriquez. C'est un livre que j'avais commencé à lire parce que justement je devais être l'interprète de l'autrice dans une présentation de la traduction française de ce livre dont l'original est écrit en espagnol puisqu'il s'agit d'une autrice argentine. Bref, j'avais commencé à lire ce livre avec tout un univers, toute une esthétique qui ne me plaise pas du tout, précisément des médiums, des sectes, des rituels bizarres, enfin bref, tout ce que j'aime pas. Donc j'avais commencé à le lire pour me préparer pour cette mission d'interprète. On m'avait prévenu vraiment au dernier moment, donc je n'ai pas pu compléter la lecture avant la présentation. C'est un livre très très long en plus. J'avais lu 300 pages à peu près et une fois la présentation passée, franchement, je n'ai vraiment pas eu le courage de continuer cette lecture. Il me restait encore, voilà, au moins 300 pages de quelque chose qui ne me plaisait pas du tout. Alors voilà, c'était un investissement de temps, surtout de temps et d'énergie que je n'ai pas voulu faire. Donc dans ce cas-là, voilà, c'est une lecture que j'ai abandonnée. 8e question, quelles histoires ou quel genre tu n'aimes pas du tout? Je n'aime pas du tout la science-fiction, pas du tout, et je n'aime pas du tout la fantasy. Voilà, donc là la réponse est très claire, simple et rapide. Science-fiction et fantasy, c'est pas pour moi. J'aime pas ça. 9e question. Si tu pouvais recommander un livre au président, lequel recommanderais-tu? Alors là, moi, spontanément, je pense au président italien, évidemment, parce que je suis italienne, mais peu importe, ça serait pareil, je pense, pour le président français. Alors, je n'aurais vraiment pas de livre à conseiller au président. En revanche, je lui demanderais de me conseiller un livre. Donc voilà, ça serait plutôt dans ce sens-là, je serais curieuse de savoir quel livre le président me conseillerait. 10e question, quel est le prochain livre que tu vas lire? Alors je ne sais pas si c'est exactement le prochain parce que je pense que je vais lire autre chose avant si j'ai le temps. Bref, une de mes prochaines lectures, ça va être celle-là. L'eau de toutes parts, vivre et écrire à Cuba de Leonardo Padura. Leonardo Padura est un auteur cubain. Ici j'ai la traduction française de ce livre parce que je vais être l'interprète de l'auteur. Donc pour me préparer pour cette rencontre, je vais lire ce livre publié chez Métellier. Bah voilà, ça y est, j'ai répondu aux 10 questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi
aussi activer la petite cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et puis maintenant, c'est le moment de taguer quelqu'un d'autre, de taguer une autre chaîne. Donc je tag Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. Audrey, si ce book tag te plaît, si ça te paraît intéressant, et ben je t'invite vraiment à faire ta vidéo avec tes réponses à ces 10 questions. Je serais vraiment ravie de voir ce book tag sur ta chaîne. Et puis nous, on se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous.